Pocas cosas resultan tan inquietantes como verse suplantado por alguien idéntico a nosotros mismos, alguien que comparte nuestros rasgos físicos, a veces mentales, pero que actúa con una moral muy distinta a aquella que nos caracteriza. ¿Hay algo más aterrador que una parte de nosotros que escape de nuestro control y lleve a cabo con nuestro cuerpo acciones que jamás cometeríamos? La posibilidad del desdoblamiento aparece con una frecuencia sospechosa en culturas muy diversas, desde la suplantación de los humanos por los dioses en la Ilíada hasta la creencia haitiana de que los espíritus poderosos son capaces de animar cuerpos en descomposición. Los testimonios de personas que escuchan a una multitud de voces discutir en su cabeza o que aseguran que sus familiares han sido reemplazados por individuos idénticos a ellos abundan en los libros de psiquiatría, mientras que la clonación es la puesta en marcha a través de la ciencia de esta fantasía tan perturbadora. La literatura también sugiere con frecuencia que la identidad no es unitaria, sino múltiple y contradictoria. Autores como Stevenson, Borges o Dostoyevsky han dejado relatos inolvidables acerca de todo tipo de suplantaciones, mientras que Huxley, Dick e Ishiguro han convertido a la réplica humana en una idea fija de nuestra sociedad. El doble es una anomalía, o eso nos hemos acostumbrado a creer, pero ¿acaso la anomalía es por definición ominosa? Bienvenidos a una emisión más de la revista de la Universidad de México, el TV UNAM. Yo soy Yael Weiss y estoy con ustedes esta noche para recibir a Hervé Letellier, quien es un escritor francés, quien ha ganado el premio Goncourt, el premio más reconocido en Francia. Y esto es como para decirles que él es una de las personas más presentes en la escena literaria y la escena mediática del momento. Es entonces todo un honor tener a Hervé con nosotros. Hervé, soyez le Bonjour, bienvenu. merci beaucoup. Ok. Hervé es miembro del ULIPO, el taller de literatura potencial fundado en 1960, que inventa estructuras para la creación de textos. Esto es decir, que son personas ingeniosas, personas que buscan mecanismos de escritura, y esta novela es particular, no sé si es totalmente ulipiana, ya lo veremos con él, pero es particular porque plantea un desdoblamiento. Lo digo muy brevemente, vamos a ahondar. La novela trata del desdoblamiento de un avión completo con todos sus pasajeros adentro. Entonces, Hervé, on passe en français. Je faisais juste une très rapide introduction à votre livre. Et je disais donc qu'il y a la duplication, enfin, il y a la duplication d'un avion entier avec ses passagers. Donc, c'est peut-être un peu réitératif, mais si je devais vous demander où se trouve la question du double dans votre roman, enfin le fond de la question du double, que diriez-vous? Euh, je dirais qu'elle se trouve à un endroit qui est parfois décalé par rapport à ce qu'on trouve de manière générale dans la littérature sur la question du double. C'est-à-dire que c'est un double qui est soi-même et qui est un soi-même qui est décalé de quelques mois. En général, lorsqu'on aborde dans la littérature la question du double, soit c'est un double absolument identique, soit c'est un double maléfique, le Horla de Maupassant, Jekyll et Hyde, euh, ou même la nouvelle de Henry James qui s'appelle Le Bon Coin, dans lequel, un coin plaisant, je crois, dans lequel on a toujours une confrontation, un double qui est un ennemi. Là, le double n'est pas nécessairement un ennemi, c'est simplement nous-mêmes. Donc la question est de savoir si nous sommes nous-mêmes les ennemis de nous-mêmes ou pas. Et ça n'est donc pas lié à une sorte de création qui serait une malédiction, mais c'est plutôt une confrontation à notre individualité, une confrontation à ce qui se passe dans nos vies en quelques mois et qui fait que nous changeons ou que nous restons les mêmes. J'allais justement poser la chose dans les termes suivants. Est-ce que le double exact est possible? C'est-à-dire, vous parlez en général d'un double maléfique. Enfin, on connaît en littérature des dédoublements, mais c'est toujours, comme vous dites, un imposteur. C'est le doppelganger, c'est une espèce d'ennemi. Il y a quelque chose d'inquiétant. Il y a toujours le vrai, l'original, et le double. Non, il y a toujours Voilà, on tombe c'est on ça, c'est la suspecte. mythologie. Voilà, Oui. c'est la mythologie avec Amphitryon, avec Jupiter qui prend la place d'Amphitryon et Mercure qui prend la place de Sosie. Dans la littérature mythologique, on a affaire là à un imposteur, à quelqu'un qui s'empare de l'apparence de l'autre, qui s'empare de son corps parfois. Et donc l'idée du double, c'est quelque chose qui est toujours
soit donc un être maléfique qui nous ressemble, soit quelqu'un qui s'empare de nous pour un moment donné. Là, c'est vraiment deux individus qui sont les mêmes, mais que la vie a parfois déplacés, mais qui sont psychologiquement absolument identiques, physiologiquement absolument identiques, qui n'ont pas beaucoup changé, sauf pour une, évidemment, qui est tombée enceinte, ou l'autre qui est tombée malade. Mais Mais c'est ce que ces j'allais, éléments-là ne sont pas des gros éléments, finalement. mais c'est ce que j'allais dire, la réplique absolument exacte n'est pas possible. Si ça se trouve, cette réplique se fait au moment où l'avion se divise, enfin, où l'avion se dédouble, qui est une espèce de non-lieu, puisqu'on ne sait pas exactement où, Absolument. dans le ciel, cela. Mmh. C'est le seul moment où ces doubles sont vraiment doubles à l'identique. Après, c'est comme pour les, même pas, j'allais dire, les jumeaux à l'identique, mais le temps commence à marquer des différences. C'est-à-dire, ils seront chaque fois moins doubles d'eux-mêmes, chaque fois moins ressemblants, puisqu'il y aura des accidents. Enfin, le vrai double n'est pas possible, l'absolument identique. Disons que là, j'ai décidé d'avoir un temporel qui est de 3 mois, un laps temporel qui est de 3 mois. De manière romanesque, j'aurais pu décider d'avoir un dédoublement absolu, c'est-à-dire de poser 2 fois mes avions au même moment et suivre cette évolution, finalement, qui aurait été aussi intéressante, de voir comment, à partir d'un moment de bifurcation, 2 êtres se séparent et 2 êtres finissent par vivre des vies différentes. Le choix que j'ai fait, qui est un choix, d'abord narratif et ensuite romanesque, c'est de faire vivre chacun de mes doubles, donc des 243, mais j'en sélectionne que 9, de faire bouger ces doubles dans un espace qui est celui du printemps et retrouver ces personnes 3 mois après, euh, identiques à ceux qui étaient en hiver, mais confrontés à ceux qui sont devenus en été. Et c'était une idée qui, moi, me paraissait intéressante, d'abord symboliquement, parce que le printemps représente toujours le renouveau, et aussi parce que ce temps est un temps faible, pendant lequel on peut à la fois beaucoup changer et à la fois où très peu de choses peuvent se passer au niveau physique. Donc ce sont vraiment les mêmes. C'est pas comme si quelqu'un se trouvait face à lui-même 20 ans plus tard, où il aurait eu une vie entièrement différente, des enfants, etc. On est face à des presque pareils. Et c'est ce presque qui m'intéressait, cette façon de pouvoir jouer avec la quasi-identité. Mais évidemment, vous avez raison, l'identité parfaite n'est pas possible. Dès que les choses adviennent, dès que le temps passe, enfin, nous nous éloignons de qui nous pouvons être. Il suffit que nous mangions des choses différentes pour que nos corps se transforment. Donc, deux bifurcations possibles étaient évidemment une solution romanesque différente. D'accord. Euh, le fait de dédoubler tant de personnages, en fait, il s'agit de dédoubler un avion avec plus de 200 passagers à bord. Vous ne suivez pas l'histoire de chacun des passagers, mais vous en choisissez quand même quelques-unes. Est-ce que cela vous permet, à votre avis, de faire le tour des possibilités psychologiques de la rencontre du double? Non, non, je pense pas. Je pense que je me suis limité à 9, dont un d'ailleurs qui est une fausse duplication, puisque l'individu se suicide et donc il va renaître d'une certaine manière. Donc j'en suis évidemment que 8, et je ne peux pas faire le tour intégral de toutes les psychologies, de toutes les vies. Il faudrait même plus que 243 pour voir comment chacun d'entre nous peut réagir à une duplication. Mais je suis limité à 8 parce que j'avais avec ces 8 une sorte de panel un peu représentatif de la manière dont les êtres humains peuvent se confronter à eux-mêmes. Ça va, pour résumer, du meurtre au sacrifice en passant par la collaboration ou l'indifférence. Et ce petit échantillon d'humanité me paraissait à la fois nécessaire pour montrer la diversité du propos et suffisant pour, dans un élément qui est un élément de roman, ne pas perdre mon lecteur. J'avais d'autres possibilités que j'ai éliminées parce que soit elles étaient trop proches, soit elles faisaient virer le roman à ce qu'on peut appeler le procédé, quelque chose qui est de l'ordre justement du cliché ou du stéréotype. Donc j'ai essayé d'éviter ça, même si c'est très compliqué de passer à côté des stéréotypes, puisque aujourd'hui il n'y a pas une seule individualité qui n'a pas été traitée dans, dans le roman ou la littérature. Quelle est l'approche du double qui vous intéresse le plus? Enfin, de ces 8 personnages, laquelle vous touche le plus particulièrement, ou vous semble peut-être, où vous avez réussi à peut-être à toucher plus loin dans le rapport?
aller plus Alors, profondément ou donner plus de nuances, disons. c'est difficile parce que j'ai évidemment tenté à chaque fois d'incarner le plus possible les personnages et de réfléchir à comment une petite fille de 7 ans pouvait réagir face à elle-même, aussi bien qu'un homme de 64 ans. C'est évidemment plus simple pour moi d'imaginer l'homme de 64 ans que la petite fille de 7 ans, mais j'ai à chaque fois tenté de réfléchir à quelles étaient les implications et quels étaient les faits qui pouvaient sous-tendre des réactions. Donc, par exemple, le jeune homme homosexuel nigérian qui se retrouve confronté à lui-même, qui a toujours caché son homosexualité et qui trouve enfin quelqu'un à qui il peut ne pas mentir, ça m'intéressait considérablement. Donc la question aussi qui est forte dans l'idée du double, et du double qui est nous-mêmes, c'est la question du mensonge. C'est l'incapacité qu'on ait face à soi-même de tenir un discours qui serait mensonger. On n'est pas face à l'autre avec toutes les possibilités de biais, de tricherie, qui fait qu'on peut, dans une rencontre, être quelqu'un d'autre que soi le temps de la rencontre. Là, ils sont confrontés à eux-mêmes, avec leur passé, leurs mensonges, ce qu'ils ont caché aux autres, mais ce qu'ils ne veulent pas se cacher à eux-mêmes. J'aime beaucoup, par exemple, le personnage de cette jeune femme qui s'appelle Lucie et qui a une vie cachée pour tous les autres, sauf pour elle. Et c'est une vie dont elle n'est pas fière, dont elle n'est pas heureuse, mais qui, une fois qu'elle se trouve face à elle-même, la renvoie à quelque chose qu'elle n'aime pas en elle. Et j'aime bien cette idée que, confronté à soi, on arrive toujours à tricher, sauf quand c'est vraiment une vraie confrontation. Et peut-être que c'était ça ce qui m'intéressait le plus dans le traitement de la question du double. C'était à la fois la question des rapports humains de type amoureux et qu'on ne peut pas briser, et la question des rapports à soi-même, où le mensonge est impossible. On va devoir faire une pause et nous reviendrons sur cette question si fascinante. Nos vamos a una pausa y volvemos con Hervé Letellier para hablar de la novela La Anomalía sobre el desdoblamiento de varios personajes y su destino. Estamos de vuelta con Hervé Letellier. Estamos hablando de su novela La Anomalía. Hervé, vous nous parliez de deux cas, de Lucie et du chanteur nigérien qui rencontrent leur double et qui sont face à... Bon, qui leur permet de voir ce double de numéro un pour le Nigérien, de ne pas se mentir. Il doit mentir à tout le monde, il ne peut pas mentir à son double. Mais déjà, n'est-ce pas une incarnation ou peut-être une métaphore de ce qu'on essaie de faire tout le temps? On essaie de ne pas se mentir à soi-même, mais ce n'est même pas facile pour nous-mêmes de ne pas nous mentir. Et il y a Lucie qui peut confronter une partie d'elle-même qui est cachée à tout le monde et qu'elle n'aime pas. Ce que je voulais demander, si ce n'est pas justement une mise en scène de ce qu'on fait tout le temps. On essaie de se voir sur scène, on essaie de tout le temps. Enfin, le rêve, ça serait de pouvoir justement, c'est presque un fantasme de pouvoir se voir vraiment de l'extérieur. On est tout le temps à essayer de le faire. On est devant le miroir, on se voit à travers les caméras. On est tout le temps dans l'effort, dans la tentative de nous voir comme un autre et d'être en mesure de nous juger, n'est-ce pas? Oui, c'est le rôle des miroirs d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en met chez nous. C'est pour pouvoir, à un moment donné, s'observer. Mais nous sommes en général face à un miroir euh, dans un système d'apprivoisement. C'est extrêmement rare face à un miroir qu'on ne sourit pas. C'est extrêmement rare face à un miroir qu'on n'essaie pas de se plaire. Ce qui est intéressant dans l'idée que euh, le miroir n'existe plus, mais qu'on est confronté vraiment à soi, c'est que on ne peut pas décider de la réaction de l'autre, y compris du moindre clignement d'œil, du moindre sourire. C'est lui qui sourit et pas nous. Donc on est vraiment confronté à un autre qui n'est plus nous-mêmes et qui nous défie, qui nous provoque. Les Japonais pensent que c'est par les miroirs que passent les fantômes. Là, ce qui passe par le fantôme, c'est l'idée même de soi, c'est-à-dire un soi qui est absolument incontrôlable. On se contrôle dans un miroir, vraiment. Alors que là, le miroir est absent. C'est plutôt une sorte de caméra extérieure. C'est ce qui arrive, en fait, lorsque, au détour d'une rue, parce qu'un miroir est posé, on se voit soi-même.
et qu'on est surpris par la personne qu'on va croiser, qui d'un seul coup n'est pas nous pendant quelques secondes, qui redevient nous au moment où on se dit: «Ah, mais c'est moi». Et ça nous arrive souvent de nous trouver dans ces situations-là où on n'est pas conscience que la personne qu'on voit dans le miroir, c'est nous, et où on peut le juger de manière cruelle, de manière réelle, et même réaliste, pendant peut-être quelques fractions de secondes. Et au moment même où on se rend compte que c'est nous-mêmes, nous changeons pour nous adapter à l'image qui nous est renvoyée. C'est pas le cas là. Ils ne peuvent pas s'adapter à une image renvoyée parce que l'autre est vraiment totalement indépendant de lui, même si c'est lui. Et c'était cette idée de la confrontation forte à travers justement quelque chose qu'on ne peut pas manipuler qui m'intéressait. Même si c'est nous, on sait comment on va réagir. On sait ce qui se passe dans la tête de l'autre à tout instant puisque c'est nous-mêmes et qu'on réagirait pareil. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, sa posture physique, son body language, comme on dit, on ne le domine pas. Et c'est ce qu'on voit chez l'autre. Ouais. Freud, Sigmund Freud en parle justement quand il parle de l'étrangeté d'une expérience L'étrange qu'il a eue, étrangeté, oui. l'étrange étrangeté de cette expérience qu'il a eue dans un train où il voit tout à coup un vieil homme Voilà, exactement. et c'est lui en fait. Et c'est vrai que cette expérience, Exactement. je pense qu'on a C'est tout tous à fait eu ça. déjà cette expérience, oui. Donc, Hervé, pourquoi ce dédoublement, cette étrange étrangeté, nous mène à questionner la nature même de l'univers et de l'existence? C'est une question qui se pose tout au long de votre roman. Pourquoi cette rupture, c'est même pas une rupture, pourquoi ce dédoublement nous mène à cette question? Alors parce que, il y a 2 manières de traiter la question du dédoublement. La 1re, c'est de traiter la chose comme un conte fantastique, c'est-à-dire ce que fait Maupassant, ce que fait, Oscar Wilde avec le portrait de Dorian Gray, ce que fait Hoffmann dans ses contes. Et l'autre démarche, ça serait de considérer que ce dédoublement a des raisons scientifiques, des raisons matérielles, objectives, qui peuvent être donc, soumises à une sorte de procédure de validation, par des expériences. Et la seule solution qui était, enfin, une des meilleures solutions, c'était celle de reprendre une hypothèse qui avait été formulée il y a une vingtaine d'années par un philosophe britannique, enfin, qui est suédois, mais qui travaille à Oxford, et qui s'appelle Nick Bostrom, qui pense qu'une possibilité non négligeable de compréhension de notre univers est de penser que nous sommes dans une simulation. Que chacun d'entre nous est en fait une sorte de machine pensante qui croit qu'il est une machine, mais qui en fait n'est qu'un algorithme pris dans un énorme ordinateur, avec une conscience qui est liée à la complexité même de l'algorithme, qui vient d'un nombre de connexions intérieures, qui fait que nous pouvons être pris dans une illusion d'existence alors que rien ne le prouve. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on arrivera bientôt à simuler un cerveau humain, donc 30 ans plus tard, 1 milliard de cerveaux humains, 30 ans plus tard, 1000 milliards de cerveaux humains, donc près de 10 fois plus que ce que l'humanité elle-même aura compté d'individus, et surtout les simuler sur un temps extrêmement court. C'est-à-dire, on pourra imiter, par exemple, la civilisation de Cro-Magnon, 40 000 années ou 50 000 années, en quelques minutes avec un ordinateur très puissant. Donc on peut imaginer qu'une civilisation serait intéressée à savoir ce que d'autres d'autres êtres auraient réussi à accomplir sur cette Terre, ou en tout cas sur une planète de cette nature, y compris si la planète elle-même est simulée, dans un laps de temps de 50 000 ans. C'est ce qu'on essaye nous-mêmes de faire, c'est-à-dire qu'on simule pour l'instant des choses qui sont le climat. On essaie de voir le climat à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, avec des moyens qui sont encore relativement faibles au niveau technique. On essaye de voir quelle va être l'évolution de la biomasse, par exemple. Combien d'êtres vivants peuvent supporter la planète? On essaie de le simuler. Donc, c'est qu'une question finalement de modèle et une question de puissance. Et j'ai trouvé que c'était une manière absolument merveilleuse d'aborder la question du double, parce qu'y compris, ça ancrait du réalisme dans le roman, et ça déplaçait la question romanesque d'une manière intéressante, parce que finalement, tous les créateurs de romans créent des mondes, créent des univers. Et on finit par croire à l'existence de mes personnages, comme on croit à l'existence de tous les personnages de tous les romans. Donc, puisqu'on croit à l'existence des personnages, pourquoi pas partir de l'idée qu'on croit à notre propre existence, à l'existence de nos amis, de notre chat.
je trouve tout de même paradoxal que cet ébranlement des certitudes que provoque le double, au lieu de nous faire sentir qu'on existe doublement, c'est-à-dire qu'on pourrait exister plusieurs fois, nous mène à penser qu'en fait, on n'existe pas du tout, que c'est une simulation, c'est-à-dire, c'est implique beaucoup, au lieu d'être corporellement, enfin, finalement, un dédoublement, c'est le truc, bon, la matière ne se conserve pas, elle se dédouble tout à coup, c'est-à-dire, on a plus de matière. Ouais. Il y a Lavoisier qui est là, court-circuité. Donc, Mhm. mais au lieu de se dire donc on peut produire plus de masse, on en vient plutôt à se dire non, c'est simulé, c'est simulé. Je trouve ça paradoxal quand même. Au lieu Oui, d'exister c'est doublement. paradoxal. C'est paradoxal, mais euh, c'est justement ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse exister doublement, ça revient exactement au fait, parce que nous sommes toujours dans l'idée de l'identité absolue, que nous n'existons pas. Parce que si nous pouvons exister doublement, alors que nous sommes pris dans une psychologie qui, justement, nous interdit la schizophrénie, nous sommes ramenés à une hypothèse unique, qui est celle, justement, de l'inexistence. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que l'inexistence, euh, justement, comme l'existence précède l'essence, l'absence d'essence précède l'inexistence. D'accord, d'accord. C'est le refus Le du refus. vrai dédoublement, de la Voilà, il y possibilité a, de que ce soit vrai. Ouais, exactement, il y a une forme de déni, c'est-à-dire que soit on accepte l'idée qu'on peut être dédoublé, et donc puisqu'on peut l'être, c'est qu'on n'existe pas vraiment. De même qu'on peut faire une photocopie numérique de quelque chose, ce n'est pas un problème de le faire, donc c'est qu'aucun des deux objets n'existe. De même, l'autre solution pour l'être humain, c'est de refuser de croire à à ce qui est proposé comme hypothèse, et donc de croire y compris qu'on leur ment. Une partie de l'humanité va penser qu'on leur ouais, ment, ouais. et qu'ils sont pris dans un complot, et que ce complot consiste à leur faire croire qu'ils sont simulés. Pour leur ôter, par exemple, tout désir de se battre, ou pour leur ôter tout désir de changer les choses, puisque à quoi bon changer des choses qui sont des simulations. Donc on peut imaginer ça. Je pense que si un événement de telle nature se produisait, ce serait le pain béni pour les complotistes. Pourtant, dans une, on va conclure malheureusement ce programme, Oui, mais je trouve que quand même dans une idée, enfin dans une idée d'infini, non, d'infini de possibilités, une fois qu'on a une anomalie comme ça, une fois qu'on a un dédoublement, ben, finalement, on en aura beaucoup plus. Ça oui, ouvre la possibilité d'avoir des dédoublements bien sûr, à à l'infini. l'infini, bien Et sûr. d'ailleurs, vous exploitez cela un peu, non, dans votre roman. Oui, oui, je Il n'y a pas l'exploite à un qu'un moment seul donné. dédoublement. Non, il n'y en a pas, non seulement il n'y en a pas un seul, mais le deuxième dédoublement peut donner naissance à un triplement. C'est une hypothèse que je fais, qu'effectivement, qui est une provocation parce que c'est un livre qui est difficile à finir, c'est-à-dire que plus le nombre de pages se réduit vers la fin de l'ouvrage, plus le lecteur doit se dire mais où va-t-on? Comment est-ce qu'on va réussir à sortir de cette histoire? Et c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir cet effet de resserrement du temps à la fin qui est de manière symbolique d'ailleurs signifié dans la dernière page. Et oui, c'est vrai, à partir du moment où le double est possible, le triple l'est aussi. Je pense qu'il y a il y a un film qui s'appelle Dans la vie de John Malkovich, où dans un de ses rêves, John Malkovich, qui est joué donc par John Malkovich, se retrouve confronté à un monde où il n'y a que des Malkovich. Et en y repensant, c'est une scène remarquablement amusante et remarquablement philosophique, parce qu'au fond, cette duplication des individus ramène à la question de la singularité et ramène à la question de savoir si nous sommes nous-mêmes, en croyant être uniques, des êtres vraiment uniques. Et c'est donc la question finalement qui nous ramène toujours à la question de qui sommes-nous. Et est-ce que non seulement est-ce que nous existons vraiment, mais est-ce que notre existence est si unique que celle-là? Une question qu'il faut répondre vraiment en 20 secondes, c'est une fois qu'on est rentré dans la question du double, vous êtes rentré dans la question du double, c'est-à-dire vous avez énormément réfléchi à cela. Est-ce que vous voyez du double partout ou c'est plutôt l'indéniable singularité des êtres qui vous sidèrent? Je crois que c'est la singularité qui m'étonne. D'accord. Parce qu'au fond, même avec mes doubles, je ne suis jamais arrivé à les créer remarquablement similaires à eux-mêmes. Ils s'affrontent et c'est cet affrontement qui crée en fait leur individualité. Une fois qu'ils sont séparés, les êtres uniques deviennent doubles.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez bien Merci fait beaucoup. de signaler cette question de comment terminer le roman. Il faut que je vous dise que c'est une des tensions dramatiques du roman, c'est comment il va s'en sortir. Et donc, Ouais. j'invite nos lecteurs, bon, nos spectateurs, nos auditeurs à rentrer dans cet univers et voir comment vous vous en sortez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, aprovechen este fin de semana para leer un poco, si se puede. Si no, pues desdóblense. Buenas noches.